Bonsoir à toutes et tous. Je suis Isabelle Delistry, présidente de la CPAE, Commission paritaire auxiliaire des employés et plus communément appelée la CP 200. Je vous souhaite la bienvenue dans notre webinaire. Pendant environ 1 heure, et on va essayer de garder le timing, nous vous présenterons l'accord qui a été signé pour notre secteur. Et c'est Claude Lambrex, notre secrétaire national pour le secteur, qui va expliquer le contenu de cet accord. À nos côtés, il y a également Christine Claus, secrétaire permanente de Liège-Verviers-Haute-Belge, et Céline Louis, déléguée chez WBCC Vous. Elles vont traiter les questions que vous posez dans le chat, et on ne sera sans doute pas répondre à toutes les questions individuelles aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on vous communique à la fin de la présentation la manière de nous contacter. Les slides vous seront également envoyés normalement cette semaine. Et sans perdre de temps, je passe le relais à Claude. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Eh bien oui, tous les 2 ans, nous essayons de négocier un accord sectoriel pour les employés de la commission paritaire 200. En quoi cela consiste? Eh bien, notre objectif syndical, c'est bien sûr d'améliorer les conditions de travail. Nous négocions avec qui? Eh bien, avec les fédérations des employeurs du secteur. Nous essayons de conclure de nouvelles conventions collectives de travail. Les conventions collectives de travail, c'est ce qui offre un cadre légal pour les conditions de travail des employés. L'avantage de le faire au niveau sectoriel, c'est que tous les employés sont impactés par ces conventions collectives de travail. Tous les employés peuvent bénéficier de ces améliorations, y compris les employés de petites entreprises où il n'y a pas de représentation syndicale. Et donc, nous essayons soit de conclure de nouvelles conventions, soit au minimum de renouveler les conventions qui sont arrivées à échéance, et nous pouvons aussi améliorer des conventions existantes sur différents thèmes. Alors, le premier thème qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est le thème du pouvoir d'achat. Tout le monde aimerait bien pouvoir bénéficier d'une augmentation de salaire. Eh bien, ces dernières années, c'est vraiment très difficile. Nous n'arrivons pas à obtenir pour tout le monde des augmentations de salaire, des augmentations de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui nous en empêche? Eh bien, entre autres, le cadre restrictif de la loi sur les blocages des salaires qui date déjà de 1996. Nous contestons, toute organisation syndicale confondue, cette loi. Mais en quoi consiste-t-elle? Eh bien, en fait, il y a un calcul qui se fait au niveau du Conseil central de l'économie pour vérifier si nous sommes compétitifs par rapport à nos pays voisins. Et puis, les interlocuteurs sociaux au niveau national, cette fois-ci employeurs et syndicats, pour tout le pays, pour tout le secteur privé, se mettent autour de la table pour voir, tiens, en fonction des renseignements donnés par le Conseil central de l'économie, quelle est l'augmentation des salaires maximum qui pourrait être octroyée. Et évidemment, il n'y a pas d'accord entre interlocuteurs sociaux. Il n'y a pas eu non plus cette année d'accord, enfin en 2025, il n'y a pas eu d'accord entre les représentants des syndicats et les représentants des employeurs sur une norme d'augmentation des salaires. Et donc, c'est le gouvernement qui a tranché et qui a pris la décision et qui, en fonction des renseignements reçus du Conseil central de l'économie, a décrété que la norme salariale était de 0%. On ne pouvait pas attendre autre chose, évidemment, de notre gouvernement actuel qui n'est vraiment pas favorable aux travailleurs. Alors, il y a une petite dérogation malgré tout, puisqu'en 2026, il est possible pour les employeurs d'octroyer des chèques repas, d'octroyer une augmentation des chèques repas. Mais en 200, comme dans beaucoup de commissions paritaires, comme dans beaucoup de secteurs, position générale des employeurs, nous ne voulons pas imposer à tous les employeurs du secteur cette augmentation des chèques repas. Et nous ne voulons pas non plus octroyer autre chose qui coûterait une augmentation de salaire, que ce soit de la réduction du temps de travail, que ce soit une amélioration des barèmes. Ils veulent rien du tout. Ils disent la norme salariale est 0. Et donc, ils ne veulent pas imposer au niveau sectoriel l'augmentation des chèques repas. Ils disent c'est à négocier
au niveau de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de négocier au niveau de l'entreprise? Et donc là, vraiment, nous invitons partout où c'est possible, nous vous invitons à essayer d'obtenir cette augmentation. Vous pouvez négocier donc plus 2 euros de chèque repas. C'est bien donc une dérogation à la norme salariale de 0%. Mais cette augmentation doit pouvoir se faire entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. La dérogation à la norme salariale 0% porte uniquement sur cette période. L'employeur, ça ne lui coûte pas 2 euros. Si l'entreprise fait du bénéfice, pour l'employeur, le coût moyen de cette augmentation de 2 euros est seulement de 1,5 euros parce qu'il bénéficie d'une déductibilité fiscale. Mais il en bénéficie si et seulement si il est déjà au maximum de 8 euros et qui fait l'augmentation pour atteindre les 10 euros. L'octroi, ça n'empêche que s'il est à 6 euros, il peut quand même vous donner plus de 2 euros, mais il ne bénéficiera pas de la déductibilité fiscale. Il faut savoir aussi qu'il a déjà actuellement une déductibilité fiscale pour 2 euros. Donc, s'il passe de 8 à 10 euros, ben, il aura une déductibilité fiscale pour 4 euros sur les 10 euros. Les chèques repas, ça nécessite la signature d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle en l'absence de délégation syndicale. Rien n'empêche non plus qu'une entreprise, qu'un employeur fasse appel aux organisations syndicales pour signer une convention, même s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise. Ça lui évite de devoir faire toutes des conventions individuelles. La contribution du travailleur est de 1,09 euros minimum. Donc, ça veut dire que quand vous recevez, par exemple, un chèque repas, que ce soit de 5 euros, de 8 euros, de 10 euros, eh bien, sur ce chèque repas, vous avez une contribution de 1,09 euros qui a été prise de votre salaire mensuel. Mais vous l'avez dans votre chèque repas. Donc, vous avez sous une autre forme ce 1,09 euros. Vous avez plein de détails et de renseignements sur les conditions d'octroi des chèques repas, sur leur validité. Vous avez plein de renseignements sur le site du SPF Emploi. Et donc, comme nous vous enverrons le PowerPoint dans les jours qui viennent, eh bien, vous pourrez cliquer sur le lien et en savoir plus à ce sujet. Deuxième point relatif au pouvoir d'achat, c'est la prime de fin d'année ou appelée parfois 13e mois. Alors évidemment, il y a une prime de fin d'année, un 13e mois dans notre secteur, mais il est soumis, son paiement est soumis à toute une série de conditions. Bien sûr, vous avez ce 13e mois tant que vous êtes au travail, avec soit vous l'avez en entier, soit il y a certaines déductions qui sont faites si vous avez eu des absences, ou bien ces absences ont été assimilées. Là, il y a toute une série de règles en la matière. Qu'est-ce qu'on a pu améliorer cette année? Donc, vous savez que normalement, quand vous êtes licencié, vous avez d'office droit à votre 13e mois au prorata des prestations que vous avez effectuées durant l'année. Par contre, si c'est vous qui quittez votre emploi, si vous démissionnez de votre emploi, eh bien, auparavant, pour bénéficier de ce 13e mois au prorata, il fallait au moins avoir 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce que nous avons pu améliorer, c'est que maintenant, si vous avez 3 années d'ancienneté, eh bien, vous pouvez quand même bénéficier de cette prime de fin d'année si vous démissionnez ou si vous faites une rupture de contrat de commun accord avec votre employeur. Il faut savoir aussi que si, avant de travailler dans l'entreprise, vous avez eu des périodes comme travailleurs intérimaires, eh bien, celles-ci peuvent être comptabilisées pour le calcul de ces 3 années d'ancienneté, comptabilisées à certaines conditions. On ne va pas rentrer dans les détails dans le cadre de ce webinaire. Aussi, si vous avez été licencié et que vous remettez un contre-préavis parce que vous avez trouvé un emploi ailleurs et donc que vous préférez quitter plus rapidement votre emploi actuel, eh bien là aussi, votre droit à la prime de fin d'année est maintenu. Comme il y avait des risques d'interprétation ou différentes interprétations, maintenant on a écrit ceci noir sur blanc dans le texte de la Convention. Nous avons obtenu aussi de nouvelles assimilations pour le calcul de la prime de fin d'année. Il faut savoir que dans certaines entreprises, malheureusement, parfois l'employeur notifie du chômage
temporaire pour raisons économiques, par exemple, parce que l'entreprise ne va pas très bien, eh bien, si vous avez du chômage temporaire, nous avons obtenu que 5 jours par an soient assimilés toujours pour le calcul de la prime de fin d'année. Nous essayerons bien sûr dans les accords à venir de faire augmenter ces jours assimilés pour le chômage temporaire. Il y avait aussi un peu des problèmes d'interprétation concernant l'assimilation des jours de maladie. On va voir ça plus concrètement avec la dia suivante qui donne un exemple. Mais vous savez que pour le calcul de votre prime de fin d'année, 60 jours de maladie sont assimilés sur l'année. Mais vous êtes en maladie jusqu'au 31 décembre et puis que vous êtes encore en maladie au mois de janvier, la période de 60 jours continue à courir. Vous ne bénéficiez pas d'une nouvelle période de 60 jours. Et il y avait un peu des interprétations différentes des secrétariats sociaux quand il s'agissait de reprise de travail à temps partiel. Et donc, nous vous expliquons ça dans la prochaine dia. Donc, si Isabelle est malade du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, donc elle est malade pendant 3 mois. Sur les 3 mois, il y a 2 mois qui sont assimilés pour le calcul de sa prime de fin d'année 2025. Si elle est toujours en maladie au 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 mai, elle n'aura aucune assimilation pour le calcul de sa prime de fin d'année 2026. C'est ce que j'expliquais. Comme elle est en maladie en continu sur les 2 années qui se suivent, il n'y a pas un nouveau crédit de 60 jours. Par contre, si au 1er janvier 2026, elle reprend le travail à temps partiel, mi-temps médical, par exemple, pendant toute l'année, eh bien, elle aura 2 mois qui seront assimilés à temps plein. C'est mieux qu'une assimilation juste sur le mi-temps de travail. Donc, 2 mois seront assimilés à temps plein pour le calcul de sa prime de fin d'année 2026. Et si elle continue son mi-temps médical, elle pourra encore pendant 3 ans bénéficier de cette assimilation de 60 jours par an. Ça se complique un peu quand on reprend à temps plein. Il y aura une note de toute manière explicative et d'interprétation qui devra être rédigée. Un autre volet aussi des accords sectoriels, c'est ce qu'on appelle travail faisable, travail durable. On sait qu'on doit travailler de plus en plus longtemps puisque l'âge de la pension a été reculé à 66 et puis ce sera 67 ans. On sait que tous les régimes de RCC, donc pré-pension, c'est-à-dire du chômage avec un complément de l'employeur, eh bien, ils ont totalement été supprimés par le gouvernement Arizona, à part la prépension pour raison médicale. Et donc, bien, tout le monde se dit comment est-ce qu'on peut travailler jusqu'à 66, 67 ans en tenant le coup, en n'étant pas malade, en ayant toujours voilà, l'énergie pour travailler. Et donc, il y a quand même certains mécanismes qui permettent de réduire son temps de travail. Alors, c'est soit à 60 ans, ça c'est la règle pour tout le monde, mais si on a un accord sectoriel, on peut réduire son temps de travail à 4/5e temps ou mi-temps à partir de 55 ans. Et donc, nous avons cet accord sectoriel en CP200, mais bien sûr, il y a des conditions et elles sont quand même assez difficile à remplir, mais donc vous pouvez, à partir de 55 ans, ça peut être aussi 56, 57 ans, ça c'est quand vous atteignez les conditions, vous pouvez réduire votre temps de travail. Si vous avez 35 ans de carrière ou si vous avez exercé un travail lourd, un travail de nuit ou un travail de nuit, toujours avec certaines conditions, je ne vais pas donner tous les détails ici, ou si l'entreprise est en difficulté, en restructuration. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour réduire son temps de travail à partir de 55 ans. Et vous pouvez, si vous remplissez toutes les conditions, bien sûr, bénéficier d'une allocation de l'ONEM, mais aussi d'un complément du Fonds social de la CP200, si c'est une réduction à 4/5e
uniquement. Il n'y a pas de complément pour la réduction à mi-temps. Et si vous réduisez votre temps de travail à 4/5, vous pouvez bénéficier d'un complément de 92,45 € par mois et ce complément est indexé chaque année au 1er janvier. Cette convention est valable jusqu'au 30 juin 2029, donc elle a durée déterminée et je ne sais pas présager de ce qu'il adviendra après le 30 juin 2029. Il faut d'abord qu'il y ait un cadre gouvernemental qui permette de prolonger ces conventions au niveau du secteur. Vous avez tous des renseignements complémentaires sur le site du Fonds social de la CP200. Là aussi, vous aurez donc le lien. Et en fait, pour demander ce complément au Fonds social, il y a un formulaire sur le site. Il y a d'autres possibilités de créditants, c'est ce qu'on appelle les créditants pour différents motifs. Alors, la législation permet de prendre des interruptions de travail à 4/5 temps pour soins d'un enfant jusqu'à 8 ans, 21 ans s'il est handicapé, pour des soins palliatifs, pour des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, pour la formation. Donc, il y a aussi toute une série de conditions à remplir. Donc, pour bénéficier du complément ONEM, vous devez bien vérifier si vous remplissez toutes les conditions. Et donc, ça, c'est possible de le faire en 4/5 temps. C'est possible de le faire pour une durée entre 36 et 51 mois selon les motifs et selon alors l'ancienneté dans l'entreprise. Au niveau du secteur, donc nous avons amélioré la possibilité pour le prendre à mi-temps ou à temps plein. Dans la législation de base, c'est 1 an seulement. Si vous prenez ces interruptions à mi-temps ou à temps plein, dans notre CCT, vous avez droit à 24 mois d'interruption si vous avez moins de 5 ans d'ancienneté et vous avez droit à 51 mois si vous avez 5 ans d'ancienneté et plus. Pour la formation, c'est limité à 36 mois. Donc, ce que nous avons amélioré au niveau du secteur, c'est la durée de ce droit quand vous réduisez à 100% ou à mi-temps pour une série de motifs. Mais là aussi, cette convention est valable jusqu'au 30 juin 2029. Et là, nous devrons à nouveau négocier sa prolongation, si le système existe toujours, bien sûr. Et donc, je pense que nous allons faire une petite pause ici avant de passer à la dia suivante pour voir s'il y a des questions qui ont été relevées par Christine et Céline qui reviennent régulièrement et pour lesquelles il faudrait peut-être une réponse plus collective. Oui, je ne sais pas, Céline, s'il y a effectivement des questions dans le chat de manière plus générale. Alors ici, il y a une dame qui nous demande une précision. Elle voudrait savoir si lors d'un créditant fin de carrière, les jours sont encore assimilés pour la pension, par exemple un 5e temps ou un mi-temps. Vas-y, Claude. Oui, excusez-moi. Oui, voilà. Alors, effectivement, il y a encore des assimilations pour la pension. Je ne connais pas par cœur toutes les assimilations. Je sais qu'en tout cas, pour le 1/5 temps, je pense même qu'il y a eu certaines améliorations. En tout cas, que l'assimilation est garantie. Maintenant, parfois pour certaines assimilations, il y a un plafond de rémunération. Mais donc là, franchement, je préfère qu'on prenne les coordonnées aussi, que la personne puisse communiquer ses coordonnées et qu'on puisse lui envoyer une réponse écrite pour être certaine de lui envoyer la réponse correcte, à moins que Christine, tu n'aies ça sous la main. Je crois que Christine répond dans le chat.
n'hésitez Je vais pas. prendre les coordonnées de madame et nous reviendrons vers elle. Oui, et nous reviendrons avec Oui, vous. tout ce qui est individuel est un peu compliqué à répondre dans ce webinaire. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais juste vous rappeler que la présentation sera bientôt disponible sur le site via mail. Et j'ai aussi oublié de vous dire que le webinaire est enregistré et que la vidéo sera également disponible pour le replay, à voir en tout ou en partie. Ça, vous faites à votre aise par après. Maintenant, s'il n'y a pas vraiment d'autres questions, je propose à Claude de continuer sa présentation. Non, les questions que nous avons ici sont plutôt individuelles, donc je vais me charger de prendre note des coordonnées des personnes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Céline. Claude, c'est à Ok, toi. je poursuis alors. Merci. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le gouvernement Arizona et déjà le gouvernement précédent ont décidé d'une série de mesures concernant la réintégration des malades de longue durée, des mesures qui sont plus contraignantes pour les employeurs, mais qui sont aussi contraignantes pour les travailleurs, pour les employés. Et donc, nous avons ici décidé de prendre certaines initiatives via le Fonds social de la CP200 et via le Fonds de formation du secteur, le CFORA, des initiatives qui doivent encore être concrétisées. Nous devons encore en discuter au sein du Fonds social, donc qui est géré aussi paritairement, employeurs, syndicats. Quelles pourraient être ces mesures, bien sûr, qui seront financées par le Fonds social? Par exemple, communiquer les bonnes pratiques en matière de réintégration de malades de longue durée. Quelqu'un qui est malade pendant 1 an, pendant 2 ans, quand il revient au travail, c'est clair qu'il faut un accueil qui donne toutes les chances à ce que la réintégration soit une réussite. Il faut peut-être organiser des formations pour la réintégration du travailleur. Vous savez qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est outils numériques, tout ce qui est intelligence artificielle fait en sorte que la manière de travailler évolue de manière très rapide. Donc, dès qu'on est absent quelques mois, ça demande effectivement peut-être une remise à niveau et aussi un bon accueil, voir si la personne peut être réintégrée dans la même équipe, dans une autre équipe. Voilà, donc on aimerait bien mettre des outils en place pour faciliter cette réintégration des malades de longue durée, d'autant plus qu'on sait que la première cause de maladie de longue durée, c'est le burn-out, très souvent lié aux facteurs travail, aux conditions de travail. Et donc, juste une petite parenthèse en dehors de l'accord sectoriel, c'est vous expliquer une des nouvelles règles en matière de réintégration mises en place par ce gouvernement. L'employeur peut, dès 8 semaines d'incapacité, au lieu de 3 mois auparavant, commencer un trajet de réintégration avec pour le malade si le médecin du travail estime qu'il y a un potentiel d'emploi. Et si cette personne qui est en maladie a un potentiel d'emploi, l'employeur est même obligé, après 6 mois d'incapacité pour les entreprises égales ou supérieures à 20 travailleurs, l'employeur est même obligé de mettre en place ce trajet de réintégration. Pour autant, bien sûr, que le médecin du travail estime qu'il y a un potentiel d'emploi. Et là, pour tout ce qui concerne la maladie, les nouvelles règles et la réintégration des malades de longue durée, je vous conseille vivement de revoir le webinaire de la CSC du mois de décembre 2025. Ce webinaire vous donnera plein d'informations complémentaires. Nous avons aussi essayé de renforcer le cadre du télétravail dans le secteur. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas ici d'une convention collective du travail, mais d'une recommandation. Donc, ce n'est pas aussi contraignant qu'une convention collective du travail. Et donc là, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats, encouragent les entreprises, quand elles mettent en place le télétravail
ou quand elle modifie fondamentalement le cadre du télétravail, à aborder le sujet dans le cadre du dialogue social au niveau de l'entreprise. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise qu'il ne peut pas y avoir de dialogue social. Un bon employeur peut communiquer avec ses travailleurs, même quand il n'y a pas de délégation syndicale. Et nous avons dans la recommandation listé tous les sujets qui peuvent être abordés. Ils ne figurent pas tous dans la DIA, j'en ai mis quelques-uns pour exemple, mais l'organisation du travail, l'équipement et l'assistance technique, les possibilités de formation, une éventuelle indemnité de télétravail qui peut être discutée dans le cadre de ce dialogue. Mais donc il y a une liste évidemment beaucoup plus complète dans l'accord que nous avons signé. Nous avons aussi obtenu, non pas une convention malheureusement, mais une recommandation concernant l'intelligence artificielle. C'est quand même un premier pas. Il y a 2 ans, les employeurs ne voulaient absolument pas discuter de l'intelligence artificielle. Ils attendaient le règlement européen, l'IA Act. Depuis, eh bien, l'IA Act, le règlement européen, a été publié. Et dans ce règlement européen, qui ne concerne pas que le monde du travail, il y a quand même toute une série d'obligations qui vont avoir un impact sur l'employeur, le travailleur, les relations de travail. Et donc, la recommandation est assez longue. Donc ici, vous voyez juste les chapitres qui concernent cette recommandation intelligence artificielle. Un chapitre sur la formation, un chapitre sur la dialogue et la transparence. Donc, c'est important que vous soyez au courant des outils d'intelligence artificielle auxquels il est fait usage dans votre entreprise. C'est ce qu'on appelle un peu la cartographie de l'intelligence artificielle utilisée dans l'entreprise. Et effectivement, il faut qu'en fonction des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés, que vous ayez la formation et que vous soyez au courant des développements de cette intelligence artificielle. Il faut bien sûr un équilibre entre l'humain et la technologie. Peut-être un exemple assez simple, de plus en plus les employeurs font appel à l'intelligence artificielle pour le recrutement de leurs employés, le recrutement des collaborateurs. En fonction de l'IA Act, on dit bien que tout ne peut pas être fait via l'intelligence artificielle. Il peut y avoir un soutien de l'intelligence artificielle, par exemple pour scanner les PV, faire un premier tri, mais il faut veiller à ce que les critères utilisés par l'intelligence artificielle ne soient pas discriminatoires et il faut de toute manière, en dernier ressort, que la décision soit prise par un humain. Et donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour l'équilibre entre l'humain et la technologie. Il y a un chapitre sur le bien-être et la soutenabilité du travail et un chapitre sur la confiance et les données. Vous savez que de toute manière que le règlement général de la protection des données doit être respecté. Donc, il y a différentes législations qui peuvent encadrer l'intelligence artificielle. Il y a l'IA Act, il y a le RGPD, il y a une convention aussi générale sur la protection de la vie privée et il y a aussi une convention générale sur l'introduction des nouvelles technologies dans l'entreprise. Et donc, ce sont toutes des législations qui existent et qui doivent être respectées, qui sont rappelées d'ailleurs dans cette recommandation. Alors, je passe à un tout autre sujet. Vous savez qu'il existe dans la législation de base, la législation pour tout le monde, une série de petits chômages ou ce qu'on appelle aussi congés de circonstances et ils peuvent être améliorés aussi par des conventions sectorielles. Et si nous avons amélioré un congé de circonstances qui est le congé de deuil et nous l'avons amélioré pas pour tous les niveaux et pas pour tous les liens de parenté, mais nous l'avons amélioré en cas de décès d'un partenaire ou d'un enfant. La législation générale pour tout le monde octroie 10 jours, c'est relativement récent d'ailleurs qu'il y ait 10 jours octroyés
Et ici, dans notre accord sectoriel, nous octroyons 2 jours supplémentaires. Et donc, vous savez aussi que les 10 jours, c'est 3 jours entre le décès et les funérailles et 7 jours qui peuvent être pris dans l'année qui suit le décès. Donc ici, ça voudra dire 3 jours entre le décès et les funérailles et ça voudra dire 7 plus 2, 9 jours dans l'année qui suit. Idem, nous avons pu octroyer 2 jours en plus quand il s'agit de décès de parents. J'insiste, c'est uniquement les parents, pas des beaux-parents, uniquement les parents. Là, la législation octroie 3 jours entre le décès et le jour des funérailles et nous ajoutons 2 jours dans l'année qui suit le décès. Alors, nous avons aussi un volet formation dans nos accords sectoriels. Alors ici, il n'y a pas de nouveautés liées à cet accord-ci sur les droits à la formation, mais voilà, on pensait que c'était quand même bien de rappeler ces droits parce qu'il y a quand même une progression qui était prévue et nous passons à une nouvelle étape puisque c'était pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, c'était 3 jours de formation garantie individuellement par an et que pour 2026 et 2027, nous passons à 4 jours par an. À partir de 2028, nous atteindrons les 5 jours par an de droit individuel. C'est le trajet qui devait être prévu dans les secteurs, dans les commissions paritaires, suite à une législation qui avait été publiée par le gouvernement précédent. Et donc, ici, nous avions déjà négocié ce parcours de progression dans l'accord précédent, et donc, il s'applique. Et donc, veillez bien à avoir vos 4 jours de formation par an. C'est bien pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, c'est un droit individuel. Les jours de formation peuvent être cumulés, donc déjà depuis l'accord précédent, sur une période de 5 ans. Si au terme de 5 ans, il reste un solde, l'employeur peut, dans les 12 mois, choisir des jours de formation auprès du Sephora. Et nous vous mettons le lien aussi du Sephora ici. Rien n'empêche, si l'employeur ne vous octroie pas vos jours de formation, d'être proactif et de les demander, de ne pas attendre que la période de 5 ans soit épuisée. Vous pouvez aller voir l'offre du Sephora. Les jours de formation suivis au Sephora ne coûtent rien à l'employeur, mais il doit vous payer pendant que vous êtes en formation. Et pour mémoire aussi, normalement, toutes les entreprises de 20 travailleurs et plus doivent rentrer un plan de formation pour le 30 mars au plus tard. En tout cas, doivent établir un plan de formation pour le 30 mars au plus tard. Là où il y a une représentation syndicale, il doit y avoir une concertation, une consultation de la représentation syndicale au moins 15 jours avant l'établissement de ce plan de formation. Alors peut-être que parmi les employés qui suivent ce webinaire, il y en a qui sont dans des plus petites entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'ici, nous rappelons le droit pour les plus petites entreprises. Moins de 10 travailleurs, c'est une moyenne de 4 jours de formation par équivalent temps plein pour chaque période de 2 ans. Ça veut dire que l'entreprise doit multiplier le nombre de jours de formation par le nombre qu'il a d'équivalent temps plein. Il peut donner plus de jours à certains, moins de jours à d'autres. Pour les entreprises entre 10 et moins de 20 travailleurs, c'est une moyenne de 4,5 jours de formation par équivalent temps plein pour chaque période de 2 ans. Mais donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a chaque fois 1 jour de formation individuelle en moyenne par an pour un employé à temps plein. Donc, il calcule le global, il peut donner plus à certains qu'à d'autres, mais il doit quand même garantir 1 jour de formation individuelle. Tout ne peut pas être mutualisé. Et je rappelle aussi que vous pouvez bénéficier d'une prime jusqu'à 375 € si vous suivez une formation en dehors de vos heures de travail ou vous avez acheté un accès à une plateforme d'apprentissage autonome en ligne. Toutes les conditions et les détails pour bénéficier de cette prime se trouvent également sur le site du Sephora.
Alors, par contre, nous avons rappelé dans cet accord-ci quelques missions pour le Sephora, le centre de formation. Nous insistons sur le fait que dans ce qui est proposé dans l'offre, il faut une offre importante en matière de compétences numériques, qu'il faut poursuivre l'offre de formation et développer l'offre de formation relative à l'intelligence artificielle. Formation aussi sur la réintégration durable. Je vous ai parlé que le Fonds social allait décider de mesures pour aider à la réintégration des malades de longue durée et que dans ces mesures, il pouvait y avoir aussi une offre de formation pour que les travailleurs se remettent à niveau, mais aussi pour que le personnel d'encadrement ait les compétences nécessaires pour accueillir et réintégrer un malade de longue durée. Dans l'offre, nous souhaitons aussi qu'il y ait la promotion de formation pour permettre d'accéder à des métiers en pénurie. Les employeurs se plaignent que dans une série de fonctions, notamment dans le secteur IT, ils ne trouvent pas suffisamment de candidats pour postuler. Bien sûr, nous avons une vision aussi critique. Nous pensons aussi que les employeurs mettent souvent la barre trop haut et que l'employeur a aussi la responsabilité de former en entreprise pour des métiers bien spécifiques. Mais nous ne sommes pas contre, évidemment, que le Sephora développe aussi des formations qui permettent d'accéder à ces métiers en pénurie. Et particularité aussi de ce secteur, nous avons toujours organisé des formations pour les demandeurs d'emploi et nous pensons que c'est d'autant plus nécessaire vu les exclusions nombreuses du chômage, de nouveau décision prise par ce gouvernement Arizona. Et donc, nous souhaitons que le centre de formation poursuive la formation des demandeurs d'emploi ou aussi des chômeurs temporaires dans les entreprises où il y a beaucoup de chômage temporaire, mais c'est important que les travailleurs puissent se former et être réorientés peut-être vers des postes plus sécurisés, plus durables. En matière de mobilité, autre volet de l'accord sectoriel, nous avons obtenu un remboursement à 100% des déplacements via le train. C'était déjà possible 100% si l'employeur pratiquait le tiers payant, c'est-à-dire si l'employeur payait 80% et faisait un contrat avec la SNCB pour que les pouvoirs publics payent les 20%, le solde des 20%. Maintenant, c'est obligatoire pour l'employeur de payer les 100%, donc l'employeur a d'autant plus intérêt à signer un contrat avec la SNCB pour pouvoir récupérer 20%, pour ne payer réellement que 80%. Ce système est garanti, les 100% sont garantis tant que le système du tiers payant des 20% pris en charge par les pouvoirs publics demeure. Pour ceux qui se déplacent avec leurs propres moyens, c'est-à-dire leur propre véhicule en voiture, si la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 36 688 € par an en 2026, il y a une intervention dans le déplacement en véhicule privé. Le barème se trouve aussi sur le site du Fonds social. La nouveauté, c'est que nous avons obtenu cette fois-ci que ce montant soit indexé chaque année. Nous devions à chaque fois négocier l'indexation tous les 2 ans et donc le montant était indexé, mais seulement tous les 2 ans. Et donc certains perdaient leurs droits entre les 2 années parce que l'indexation du salaire faisait qu'ils dépassaient le plafond. Donc maintenant, on a la garantie qu'au 1er janvier chaque année, ce plafond sera indexé. Pour l'indemnité vélo, elle est augmentée à 0,32 € par kilomètre, mais avec un maximum qui correspond à 40 km aller-retour sur la journée. Alors, en matière de travail syndical, tout le monde ne se sentira peut-être pas concerné parce que vous n'avez peut-être pas une délégation syndicale dans votre entreprise, mais en tout cas, nous avons obtenu un peu plus de garanties et de recommandations sur la communication
sur les possibilités de communication numérique par la délégation syndicale. Donc, les partenaires sociaux encouragent les entreprises, lorsqu'elles disposent de moyens de communication numérique, à examiner avec la délégation syndicale si ces canaux peuvent être utilisés et le cas échéant, selon quelle modalité. Alors, on sait bien qu'on a le droit d'afficher dans l'entreprise. C'est un droit qui est garanti en matière de communication. Nous devons normalement pouvoir communiquer aussi par email aux travailleurs, mais nous rencontrons parfois une certaine résistance de la part des employeurs à utiliser les mails professionnels, à utiliser les systèmes numériques de l'entreprise. Et donc, ici, c'est pour encourager les partenaires sociaux et du côté des employeurs, très souvent de la résistance, encourager les partenaires sociaux à en discuter dans l'entreprise et à pouvoir utiliser les moyens de communication modernes. Et nous vous rappelons ici quand même les conditions pour avoir une délégation syndicale. Alors, elles sont assez strictes, il faut l'admettre, mais donc, dès qu'il y a 50 employés, donc je parle bien d'employés, les ouvriers ont leurs propres règles en fonction de leur commission paritaire en matière de délégation syndicale, mais dès qu'il y a 50 employés, on peut mettre en place une délégation syndicale s'il y a au moins 25% de l'effectif qui est syndiqué, mais avec un minimum de 17 employés qui sont syndiqués. Et donc, dans les entreprises de 25 à 50 employés, ce n'est pas la règle de 25%, c'est la règle de minimum 17 employés qui doivent être syndiqués pour mettre en place une délégation syndicale. Voilà, alors dans tous nos accords, il y a chaque fois une clause de paix sociale, c'est-à-dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir dans les entreprises des revendications sur les sujets abordés dans l'accord. Il peut y avoir d'autres revendications, sachant que dans les entreprises, on est soumis aussi en principe à la norme 0% en matière d'augmentation des coûts salariaux. Mais donc, sur les thèmes qui ne figurent pas dans l'accord, il y a quand même des actions possibles. Et entre autres, sur les chèques repas, comme ils n'ont pas voulu octroyer l'augmentation de 2 euros de chèque repas au niveau sectoriel, nous vous incitons vraiment à revendiquer cette augmentation de 2 euros au niveau de l'entreprise. Et là, vous avez toute légitimité pour le faire. Nous terminons le PowerPoint avec une dia qui vous permet de poser vos questions par mail. Alors, une adresse mail est cne.info@acv-csc.be où là, vous pouvez poser toutes vos questions individuelles et vous voyez qu'il y a aussi la même adresse mail, mais pour les anglophones, avec advice au lieu d'info. Donc, nous essayons de développer aussi des services en anglais, des services de première ligne en anglais. Vous pouvez aussi voir toutes les actualités disponibles sur le groupe Facebook de la CNE. Et là, vous avez un QR code pour vous permettre d'y accéder directement, et nous vous renseignons aussi les adresses excusez-moi de lisibilité, parce que c'est apparaît en vert très clair sur la dia, mais ce qui figure, c'est l'adresse de notre site internet qui mène directement aux pages de la CP200. Voilà. Merci Claude. Au bout de la... Peut-être, vu le temps, on est bien dans le timing. Oui, Prendre encore quelques questions. Céline? Pas de questions. Ah, on n'entend plus Céline. On a perdu Céline. Voilà. Voilà. Elle arrive.
Non? Céline, on ne t'entend pas. Petit problème. Mais peut-être n'y a-t-il pas de questions? Apparemment, on a bien répondu dans le chat. Céline, est-ce que ton micro est activé? Non, son micro n'est pas activé. Ton micro n'est pas activé, Céline. On te voit, mais on ne t'entend pas. Non, il y a un petit souci. Je vois que Céline dit effectivement qu'elle a des problèmes. Je regarde dans le chat. Parce qu'autrement, peut-être dans le chat, tu peux écrire les Mais questions. je ne vois pas. Je regarde, je ne vois rien, Isabelle. Oui. Apparemment, je vois beaucoup de commentaires comme quoi il n'y a pas de questions supplémentaires. Ok, écoutez, en tout cas, s'il y a des questions qu'on n'a pas répondues dans le chat, ne vous inquiétez pas, tout est enregistré et donc on pourra faire le nécessaire par après. En tout cas, merci à Claude et Christine et Céline, évidemment, de m'avoir accompagné pour ce webinaire. J'espère que les explications ont été claires pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, je suppose que c'est le cas. Je vous remercie également d'avoir participé et vous avez vu, on a super bien gardé le timing. Alors peut-être encore quelques petites infos. La CNE a également fait d'autres webinaires pour mieux comprendre le complexe réforme du gouvernement Arizona, notamment sur les malades de longue durée et sur l'indexation automatique des salaires. Ils ont eu il n'y a pas si longtemps. Les vidéos sont également disponibles sur la chaîne CNE de YouTube et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner pour le groupe Facebook CNE CPAE. Le QR code, vous allez, comme Claude l'a dit, vous avez sur le PowerPoint. Et alors, avant qu'on termine le webinaire, quand vous allez vous déconnecter, il y aura un tout petit sondage pour voir si le contenu et la présentation de ce webinaire vous a été satisfaisant. Donc, s'il vous plaît, merci d'y répondre. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Donc, merci à vous.